tomando posiciones. Bien, la verdad es que esperábamos que esta sala estaría llena. Hemos intentado montar una infraestructura para que fuera fácil de llegar aquí desde la entrada, para que fuera fácil entrar a pesar de ser una hora en la que el salón no está abierto. Pero bueno, esto parece que no nos ha funcionado. Hemos perdido 45 minutos de las sesiones, con lo cual no podemos retrasarlo más. La gente se irá incorporando, pero tenemos que tirar adelante, porque si no nos encontraremos que las últimas presentaciones no van a tener el tiempo necesario para poder realizarse. Con lo cual, empezamos con esta primera sesión de la mañana. Creo que no hace falta una presentación de la actualidad del tema, pero sí una pincelada de cuál era la intención o cuál es la intención detrás de esta jornada. El tema de las inspecciones técnicas de edificios está en el candelero, está cada día más actual. Cada día hay más ayuntamientos que lo han implantado. Hace muy poco tiempo se ha implantado a nivel de toda la comunidad autónoma de Cataluña, y por otra parte también el Ministerio de Vivienda se plantea la ordenación de este tema a nivel nacional. Esto, por supuesto, implica modificaciones o implicará modificaciones en los niveles inferiores en cada uno de los casos, y el debate de las ITES, que ha sido un debate que durante muchos años fue muy largo y muy dirigido a si se implantan o no se implantan, ha estado un poco faltado del conocimiento de qué pasa en nuestro entorno. Y la sesión que hoy inauguramos tiene este objetivo: intentar reflexionar de cómo se plantean las inspecciones de edificios a nivel nacional español, a nivel autonómico, a nivel municipal y también a nivel internacional o a nivel, digamos, europeo. Veremos a lo largo de la jornada de hoy, veremos la gran diversidad de planteamientos, y yo diría también la gran diversidad de objetivos, que al final es lo que acaba llevando a hacer un planteamiento u otro. Y en España no podemos olvidar dónde nacen las ITES. Las ITES nacen de un accidente, sin ningún tipo de dudas, nacen del accidente del Turó de la Peña. Hasta aquel momento nadie se había planteado, o muy pocos se habían planteado este tema o esta posibilidad. Entonces, el hecho de que salga de un accidente nos hace, nos hace tomar un camino más o menos sesgado. Y aquí tenemos pues, las experiencias municipales, donde el Ayuntamiento de Barcelona toma una vía con elementos exteriores, el Ayuntamiento de Madrid aquí da un paso adelante importante y se plantea la inspección del edificio completo, y poco a poco se ha ido generando una cultura de las inspecciones de los edificios que se ha ido conformando a medida que acontecimientos diversos han ido generando presión. Veremos pues que en otros países la situación es diferente, los orígenes son diferentes, los objetivos son diferentes. Sin más preámbulos, empezamos con la presentación de la situación de las inspecciones obligatorias que hay en Francia, que veremos son muchas y muy variadas, y quién mejor para explicarnos esto que una persona representante del Departamento de Estudios de la ANA,
Agencia Nacional de Mejora del Hábitat, que es una institución de carácter público que hace, yo diría que hace más de 30 años que están trabajando, que están desarrollando todos los mecanismos necesarios para que la rehabilitación sea una actividad normalizada y con un gran éxito en todo el país. La persona que nos lo va a presentar es de origen búlgaro, es Sveta Kirova, y hace un momento me comentaba, Bulgaria no sabe, no sé, tal vez nos haga una pincelada también de cómo en Bulgaria tienen este tema planteado, que es un tema en el que no hemos incidido, pero que durante el periodo, digamos, socialista, el planteamiento de este tipo de inspecciones en los países del este también era un tema que habría tenido sentido de incorporar a esta jornada. Ensuite, je vais vous parler de 4 différentes typologies, si on peut les classer en typologie, des inspections, parce que ça correspond à des choses réglementaires. On a aussi des inspections qui sont influencées par les structures qui donnent des subventions. On a également en fait tout ce qui concerne la protection des consommateurs. Donc ça, c'est des inspections qui sont obligatoires dans les contrats. Et enfin, on a aussi tout ce qui concerne la responsabilité du maître d'ouvrage d'une opération. Et ces inspections sont périodiques et très spécifiques. Je vous donnerai à la fin aussi en fait, la perspective en France pour les inspections techniques. Je pense que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on est sur un travail sur le comportement des usagers qui intègre en fait ces inspections techniques. Donc je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres, mais quand même c'est intéressant parce que c'est la France et je pense que tout le monde ne connaît pas forcément en fait quel est l'effort public en faveur du logement. En effet, aujourd'hui, en 2009 par exemple, c'était 37 milliards d'euros, donc 2% de PIB de la France qui est donné en fait au terme de 2 catégories, les aides personnelles au logement, à la réhabilitation des logements, et d'autre part des aides fiscales, notamment des prêts. On a également des réductions d'impôts, on a un régime TVA à 5,5 et puis on a une aide à l'investissement locatif. À côté de cela, il y a aussi d'autres contributions. Donc la structure du parc des logements en France aussi, on en a 33 millions de logements. Donc on a beaucoup de résidences principales, 28 millions. Donc, qui sont en fait occupés donc, par un statut de 60% de propriétaires. Donc, on a aussi 1,9 million de logements vacants. Et notamment tout ce qui concerne les résidences principales, notamment du parc privé. Aujourd'hui, nous voyons 4 catégories. On parle des différentes catégories de confort, de niveau de confort du logement. Donc, on a des logements confortables, estimés globalement des logements confortables, 57% du parc. On a aussi des logements qui sont en mauvais état, 14%, et les logements sans confort qui diminuent chaque année, mais qui restent quand même à 2,9% en fait. Voilà pourquoi, en fait, en France, il y a eu aussi la création de l'agence de structure en fait, publique, l'Agence nationale de l'habitat dans laquelle je travaille. Donc c'est un établissement public qui a été créé en 1971 pour permettre en fait l'amélioration du parc privé. Donc annuellement, en fait, le budget de l'agence correspond à 500 millions d'euros
Et chaque année, 110 millions de logements sont aidés. C'est des aides qui sont directement accordées aux propriétaires, ou en fait, quand c'est une copropriété, au syndicat des copropriétaires, vous avez les chiffres. Par ailleurs, l'agence aide aussi les collectivités pour mettre en place une politique publique de réhabilitation. Il y a des aides qui sont données pour en fait l'accompagnement technique et social qui est nécessaire dans le cadre de réhabilitation des quartiers. Par contre, il y a évidemment des priorités qui sont fixées. C'est d'abord en fait la première priorité de l'agence, c'est le traitement de l'habitat indigne et très dégradé. Ces logements qui sont inconfortables, qu'on a vu tout à l'heure en chiffres. On a en fait un rôle assez important en ce qui concerne la rénovation thermique des logements, l'adaptation aussi à la perte d'autonomie, et aussi on a une action qui concerne offrir au parc en fait, des logements à loyer maîtrisé. Par ailleurs, il a une grande préoccupation aujourd'hui en ce qui concerne les copropriétés. Leur performance, les bâtiments sont en fait plus en plus anciens. Il n'y a pas forcément la performance qui est attendue dans ces bâtiments aujourd'hui. Et de plus, il y a des problèmes sociaux. Donc ces copropriétés, on les appelle des copropriétés en difficulté. Bon, il y a des problèmes sociaux et des problèmes techniques à la fois. Donc c'est pour ça que l'agence se préoccupe aujourd'hui de cette problématique. Donc les dispositifs légaux, comme vous l'avez bien compris, en fait c'est garantir un logement de qualité. En France, un logement de qualité, c'est d'abord un logement sain et sûr, confortable et adapté à l'usage, économe en énergie et surtout aujourd'hui, supportable économiquement dans le budget global des ménages. Je vais faire très rapidement un historique pour que vous compreniez pourquoi les obligations légales en France en fait, sont d'abord liées au logement sain et sûr. Ça s'explique historiquement parce que depuis le 19e siècle, tout ce qui concerne les motifs d'hygiène publique était retranscrit dans les différents en fait, textes législatifs. Aujourd'hui en France, il y en a plusieurs codes. D'abord le code de la santé publique, le code de la construction et de l'habitation. Et aussi, on a aussi des textes qui reflètent cette préoccupation d'hygiène, qui sont aussi dans le code d'urbanisme et un peu moins dans le code d'environnement. Donc, les diagnostics aujourd'hui, qu'on peut réaliser, les diagnostics techniques, ils s'adressent aux acquéreurs de logements, aux locataires, à tout occupant, aux syndicats des copropriétaires, aux collectivités, aux personnes appelées à y effectuer des travaux. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Du coup, il est intéressant de vous dire pourquoi, quelle est la différence dans la construction neuve et quelle est la particularité de la réhabilitation. En effet, il y a aussi l'objet d'établissement des diagnostics est variable. Ça peut être une mise en conformité, ça peut être dans le cadre d'une prévention, ça peut être dans le cadre de l'information et dans le contrôle. Donc il y a aussi des types de diagnostics très spécifiques qui sont liés aux matériaux dangereux, notamment l'amiante. J'ai pris exprès cet exemple parce que ça c'est un exemple qui est assez important puisque cette problématique a nécessité des textes législatifs très spécifiques. Il y a des contrôles périodiques tous les 3 ans. Il y a des cotations qui sont données selon la présence de l'amiante. Et comme les risques sont grands, il y a des prescriptions qui diffèrent en fonction du danger qu'on peut retrouver. Donc vous voyez un peu, je n'ai pas beaucoup d'images, hein, mais en effet il y a des précautions en fait dans le cadre d'exécution des travaux et donc tout ça c'est bien suivi aujourd'hui. Donc je fais un petit zoom sur le neuf parce que je ne peux pas rentrer dans la réhabilitation sans vous en parler de ce qui se fait au niveau de la construction neuve. En effet, des inspections techniques dans la construction neuve, on en connaît beaucoup. Il y a tout ce qui concerne les vérifications contractuelles. Ça, c'est le maître d'ouvrage qui les instaure.
Il y a toutes les vérifications qui concernent les démarches qualité, autocontrôle, démarches d'audit, des certifications. En France, il y a pas mal de certifications aujourd'hui. Il y a les contrôles qui sont prévus par la réglementation, qui sont des certificats qui donnent lieu à des certificats de conformité ou des attestations de conformité. Ça concerne souvent en fait les installations de gaz et d'électricité. Et on a aussi tout ce qui concerne des règles en matière d'accessibilité des bâtiments publics ou de sécurité incendie. Il faut savoir qu'il y a pas mal de contrôles qui sont réalisés également par l'administration, l'État ou les collectivités publiques dans le cadre des constructions. À la fois, en fait, il concerne surtout les bâtiments qui reçoivent du public, mais aussi, ça concerne aussi des immeubles de grande hauteur. Et puis, on a une observation particulière en ce qui concerne les zones à risque. On en reparlera un peu plus tard. Je voulais juste souligner qu'il y a le contrôle qui continue pendant 3 ans après l'achèvement d'un immeuble neuf. Et donc, si jamais il y a des choses qui ne vont pas, il y a un procès verbal qui est dressé et c'est le procureur de la République qui décide en fait les suites juridiques. Mais je sais que ce qui vous intéresse, c'est pas tellement en fait le neuf, c'est la réhabilitation en fait des bâtiments. Donc, il faut bien en fait faire le glissement. Donc, les risques, en fait, le transfert des risques au maître d'ouvrage en France est fait en fait à l'achèvement de l'immeuble. Et en fait, lui, il est garant, le maître d'ouvrage, que ce soit un maître d'ouvrage public ou privé, de bon état. Et il doit se prémunir de tout pour prévenir les dommages aux tiers. Donc tout ce qui concerne des risques de chute de façade, balcon, garde-corps, enduit, toiture, tout ce qui concerne en fait des risques qui peut y avoir dans le cadre en fait des feux, de l'incendie, tout ce qui concerne l'évacuation des immeubles, ça c'est le rôle en fait du maître d'ouvrage. Il doit aussi assurer périodiquement et vérifier les installations et les équipements qui sont de type ascenseur, conduits de cheminée et autres. Donc, on en a en fait spécifiquement dans ce cadre une loi qui date de 1978 qui institue en fait le contrôleur technique qui doit en fait contribuer à cette prévention. Et il peut en fait, d'autre part, il y a aussi également présence d'un métier très spécifique qui s'appelle en fait le contrôleur de santé, protection santé des travailleurs. Cette personne-là est présente à tout type de chantier à partir du moment qu'il y a plusieurs corps d'État, des entreprises qui interviennent en même temps. Il garantit justement en fait la sécurité et la protection des travailleurs. Donc, je vais, maintenant qu'on a fait un peu le zoom global de tout ce qui est l'état du diagnostic en France, on va en fait regarder un par un tout ce qui concerne les textes, notamment dans le cadre de la réhabilitation. Donc, les textes qui concernent, dont on a parlé tout à l'heure, tout ce qui est diagnostic technique, qui sont liés à la santé et la sécurité des occupants, ce sont en fait les préfets et les maires qui garantissent ces textes. Donc en France, ça s'appelle des polices spéciales et administratives. Quels sont les moyens du maire ou du préfet d'intervenir? C'est via des arrêtés en fait et des amendes, mais pas seulement, parce que ces arrêtés donnent lieu en fait à une substitution si le propriétaire ne réalise pas en fait ces travaux-là. Donc les maires ou les préfets peuvent exécuter à la place des propriétaires ces travaux qui sont rendus obligatoires par en fait une procédure spécifique. Cette procédure spécifique, elle peut être instituée aussi par les gens. Donc ça peut être des plans des occupants, ça peut être des signalements qui sont faits par les riverains,
ça aussi, il y a aussi des services techniques qui sont chargés à faire des contrôles périodiques et qui peuvent aussi donner lieu à ces procédures administratives. Et en effet, il y a aussi des commissions de sécurité qui sont en fait établies dans chaque collectivité et qui participent justement dans ce sens. Donc, moi, je n'ai juste indiqué je pense que ce n'est pas intéressant d'aller dans le détail pour vous, mais il faut savoir qu'un des textes qui est assez intéressant et qui rentre dans la prévention, c'est l'arrêté du ravalement. C'est une compétence du maire. Et en fait, en France, c'est une obligation, c'est inscrit dans le code de la construction et de l'habitation. C'est une obligation de réaliser tous les 10 ans le ravalement des façades. Une fois que les propriétaires reçoivent cette obligation, qui est notifiée par courrier, donc ils ont un délai pour exécuter ces travaux-là. Donc s'ils ne le font pas, il a la possibilité de mettre en place en fait une amende ou de faire à leur place. Par ailleurs, les autres procédures que le maire peut instaurer, c'est plus des procédures très spécifiques qui concernent en fait le danger des occupants, ça s'appelle des périls, et en fait ça peut concerner aussi les équipements collectifs. Donc ça, là il s'agit d'un problème particulier, ça peut être en fait une toiture qui risque de s'effondrer, ça peut être en fait un équipement qui ne fonctionne pas. C'est très différent, mais c'est des problématiques très spécifiques et ce n'est pas la globalité du bâtiment qui est visée, sauf rarement quand tout le bâtiment est dégradé. Donc le préfet de son côté, il préside un conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il peut intervenir s'il y a des risques pour la santé des occupants, donc on en a donc plusieurs types de risques qui sont évalués, les risques techniques, mais aussi les risques pour la santé des occupants. Et donc ces textes qui étaient revisités en 2005, aujourd'hui, c'est l'arrêté d'insalubrité et l'arrêté d'urgence. Aujourd'hui, ils donnent lieu à des privilèges spéciaux, c'est-à-dire que les préfets peuvent se substituer au propriétaire. Il a une hypothèque, un privilège spécial qui a été en fait imaginé en 2007. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour les préfets d'intervenir si en fait les propriétaires n'agissent pas suite à ces obligations. Mais comme vous pouvez imaginer, ces procédures, c'est quand même, ça exige une mise en œuvre quand même assez longue, un suivi dans le temps, parce que déjà la prise de procédure dure un certain temps, mais ensuite l'obligation de réaliser des travaux est assortie d'un délai qui correspond à la possibilité de réaliser ces travaux dans ce temps. Donc on a des procédures qui varient la mise en place entre 6 mois à 1 an, et ensuite, en effet, il faut des moyens humains, donc dans les services techniques des collectivités, qui doivent en fait organiser ces procédures, suivre, contrôler si les travaux sont bien exécutés par les propriétaires, et ça s'échelonne sur plusieurs années. Donc par ailleurs, tous ces diagnostics techniques qui sont réalisés, même s'ils sont ponctuels, ils font partie en fait des observatoires qui sont faits au niveau des collectivités, qui sont complétés par des études spécifiques accordées via des marchés à des bureaux d'études indépendants. Et ensuite, dans ce cadre, la collectivité, si elle trouve qu'une problématique persiste sur un quartier, elle peut mettre en place des différentes procédures, notamment opérations programmées d'amélioration d'habitat et renouvellement urbain, des plans de sauvegarde, des campagnes de ravalement, des programmes d'intérêt général. On peut avoir des zones de protection de patrimoine, on peut avoir aussi des fonds d'aide aux travaux de réhabilitation qui sont constitués. Et dans ce cadre, en fait, il y a un travail qui est long, qui s'échelonne entre 3 à 5 ans sur un quartier et qui permet, en fait, avec une équipe multidisciplinaire, à intervenir à la fois sur la partie technique, mais aussi sur la partie sociale. Donc, on a aussi toutes les questions environnementales aujourd'hui qui sont posées aux collectivités
Et dans le cadre des réhabilitations, il y a une vraie réflexion sur tout ce qui concerne le traitement des déchets, les énergies renouvelables, les économies d'énergie et charges. Et pour ce faire, plus en plus dans les équipes des municipalités, on retrouve des ingénieurs thermiciens et des architectes qui travaillent en impliquant les habitants pour en fait concevoir la réhabilitation globale des bâtiments et du quartier. Je vais juste vous dire qu'il y a énormément de normes techniques et des règles spécifiques. Donc tout ça, ça sert énormément les assurances, en effet, parce que c'est à partir de ces normes techniques que sont bâtis les référentiels pour les assurances dans le cadre des travaux. Et vous avez des différents, ça s'appelle des documents techniques unifiés. Et pour la construction neuve, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Pour la réhabilitation, aujourd'hui, il faut savoir que ces normes en fait commencent à être revisitées pour les adapter à la réhabilitation, parce qu'en France, on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas toujours très adaptés dans le cadre de la réhabilitation. Donc, je vais très rapidement passer les droits des contrats, mais sachez que dans le secteur d'habitat, le droit des contrats nécessite des diagnostics techniques. En effet, à chaque fois qu'on va louer un logement ou on va souhaiter vendre un logement, on va être obligé, via des textes, à faire une batterie en fait, de diagnostics techniques. Vous avez en cas de location tout ce qui concerne les risques naturels et technologiques, tout ce qui concerne les matériaux dangereux, les revêtements en plomb, le diagnostic de performance énergétique et les dates de lieu contradictoires. Vous voyez les années, ça a bien évolué tous ces textes-là. À chaque préoccupation, on a sorti un texte donc, pour pouvoir préserver en fait, le droit des personnes, des occupants. Et en cas de vente, vous avez aussi des obligations. C'est un gros dossier de diagnostic qui sont communiqués par le notaire avant, en fait, préalablement à la vente. Ça garantit les vices cachés pour la personne qui va acquérir un logement. Et donc, vous avez des différentes obligations de diagnostic, mais pour autant, les travaux ne sont pas obligatoires à faire. C'est juste un titre d'information. Donc je vais vous dire que tout type d'installation sont visées, la performance énergétique de logement aussi, tout ce qui concerne les thermiques et les revêtements en plomb, l'amiante, mais aussi on a en fait aussi à compter de janvier 2013 un diagnostic qui va viser l'installation d'assainissement non collectif. Tout ça, c'est des préoccupations à chaque fois qui ressortent et les diagnostics tracent un petit peu les préoccupations des pouvoirs publics. Donc, je ne vais pas beaucoup vous dire, mais tous ces diagnostics immobiliers ont en fait des objectifs d'assurer la sécurité des biens et des personnes et protéger en fait le cadre des occupants. Donc, il a une réglementation très spécifique pour les gens qui effectuent ces diagnostics immobiliers. Donc, ils ont en fait l'obligation de certification individuelle. Donc, cette certification individuelle est donnée par en fait un organisme qui s'appelle COFRAC. C'est les certifications accréditées par le Comité français d'accréditation. Et en fait, il y a un examen en fait périodique pour voir si en fait la certification individuelle correspond en fait à la compétence des personnes. Ces personnes ont en fait une obligation de souscrire une assurance parce que tous les diagnostics qu'ils fournissent sont couverts par la garantie de responsabilité civile et professionnelle. Et puis, ils doivent être complètement indépendants et impartials parce que, en fait, en effet, ils ne peuvent pas à la fois être juges et parties dans le cadre du diagnostic. Ils doivent non plus, en fait, intervenir et avoir un contact avec les entreprises qui seront amenées à réaliser les travaux ensuite. Évidemment, il faut qu'ils se déplacent sur site pour réaliser leur diagnostic. Ça, c'est une obligation tout à fait normale. Donc, les diagnostics sont avec une validité qui est très variable en France. Donc, selon les typologies,
Donc pour les risques naturels et technologiques, c'est tous les 6 mois. Par contre, en effet, en ce qui concerne la surface habitable des logements, on peut aller jusqu'à 30 ans si on n'a pas en fait de modification. C'est la loi Carrez. Pour le diagnostic de performance énergétique, c'est tous les 10 ans. Et puis je vous dirai en fait dans les perspectives comment le gouvernement utilise son diagnostic aujourd'hui de performance énergétique. En ce qui concerne les prix des prestations, ils sont complètement libres. Les diagnostics, en fait, chaque diagnostic donne lieu à un devis qui est obligatoire et l'affichage de prix aussi est obligatoire, mais les prix ne sont pas en fait fixés. Par contre, il y a une liste des diagnostiqueurs qui sont certifiés. Et en France, il y a en fait c'est la Fédération du diagnostic immobilier interprofessionnel qui affiche ces diagnostiqueurs. Et en France, il y a 7500 diagnostiqueurs aujourd'hui, avec plus de 4500 cabinets de diagnostic technique. Ça, c'était en fait tout ce qui concerne les deux types, les obligations réglementaires et les obligations contractuelles. Pour protéger les occupants. Par ailleurs, comme je vous disais, dans le cadre de l'Agence nationale de l'habitat, les gens qui, en fait, les structures publiques qui financent en fait la réhabilitation, se sont posés aussi la question du diagnostic. En effet, comme les préoccupations de l'Agence nationale de l'habitat, par exemple, concernent surtout l'habitat dégradé et insalubre. Donc, en fait, on s'intéresse pas seulement d'un seul diagnostic, on s'intéresse d'un diagnostic global sur l'ouvrage et ses équipements. Donc, ce diagnostic aujourd'hui, qu'on a mis en place récemment aussi pour accorder des aides pour les propriétaires, permet en fait d'obliger à faire un diagnostic technique de l'ensemble de l'opération et justifier une subvention renforcée ou pas au niveau de l'argent public. En effet, ça permet aussi de connaître le parc des logements privés, quel est son état, quelles sont les subventions qui leur sont accordées et combien de temps, en fait, après, on doit intervenir pour en fait, remettre éventuellement au niveau. Donc ça permet aussi, aujourd'hui le diagnostic que l'agence a instauré, permet aussi d'harmoniser les pratiques des différents diagnostiqueurs en leur donnant un cadre. Je vais très rapidement vous dire de quoi il s'agit. Donc on a mis en place en fait deux outils qui vont ensemble. Une grille d'évaluation de niveau de dégradation et puis en fait une fiche de projet qui permet de lier le diagnostic au projet et donner l'ensemble de l'opération, le regard d'ensemble. Donc cette grille, en fait, on a pu l'établir par rapport aux deux types d'habitat qu'on doit évaluer. Donc on a à la fois des immeubles collectifs, des fois des maisons individuelles, ou seulement des logements en immeubles collectifs. Donc on a essayé de prendre en compte la logique de la visite technique et compléter avec un reportage photo. Et on a choisi deux types d'éléments qui peuvent influencer en fait à la fois la dégradation et l'état stabilité et le bon fonctionnement des équipements de cette opération, mais aussi le coût global de rénovation. Donc je ne vais pas, il y a quelques documents qu'on a ramenés, vous pouvez en fait les consulter, qui permettent de voir qu'il y a des différents types d'éléments qui sont en fait rangés en catégories, notamment gros œuvres, étanchéité, réseau, équipement et autres. Et pour les logements et la maison individuelle, on a aussi l'organisation fonctionnelle. Ça nous permet en fait d'obtenir, vous voyez en fait, toutes ces catégories et tous ces éléments. Et de l'autre côté, vous avez en fait une sorte de tableur qui vous permet, via des critères à renseigner, à calculer des notes de dégradation. Donc cela nous amène à vous dire que finalement, ça nous donne deux types d'indicateurs de dégradation. Une dégradation qui est plutôt considérée comme moyenne, pour laquelle en fait la subvention sera aussi pas très élevée, et une dégradation qui est qualifiée comme très importante, et dans ce cas, une subvention plus importante sera accordée.
Tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on veut en fait intervenir sur ces 2,9% de logements qui sont très dégradés sur le bas, et on cible aujourd'hui les subventions de l'État sur cette problématique-là. Donc, en ce qui concerne la fiche qui accompagne le projet, en fait, en effet, on se préoccupe beaucoup plus à partir du diagnostic à dire quelle est la nécessité aussi du programme de réhabilitation. Et on classe ça en 4 catégories. Donc, la première, c'est la sécurité et la santé de la personne et la stabilité de l'ouvrage. La deuxième catégorie, c'est l'accessibilité, l'autonomie et le handicap. La troisième, c'est l'économie d'énergie et la préservation du caractère architectural. Et on n'oublie évidemment pas l'usage de l'occupant et le potentiel d'amélioration en fait de cette opération. À chaque fois, en fait, on demande en fait une évaluation de gains énergétiques avant les travaux et après les travaux. Donc, pour que ces diagnostics soient faits dans le bon cadre, l'agence s'est dotée notamment en fait via un marché d'un contrôleur qui va contrôler en fait certains dossiers, certains diagnostics réalisés par les opérateurs afin d'avoir quelque chose de très homogène au niveau national. Donc, pour conclure, je vais juste vous dire quels sont en fait les engagements du gouvernement aujourd'hui. En effet, tout ce qui concerne la Grenelle de l'environnement est une priorité de l'État. Donc, pour ce faire, il y a une intervention sur l'urbanisme du projet. Aujourd'hui, on veut donner des moyens de construction et de production de logements plus importants, donc densifier énormément nos quartiers. Par ailleurs, on se préoccupe des gens qui sont en précarité énergétique, donc il y a un programme assez ambitieux qui a été lancé et dont l'agence que je représente gère, c'est le programme Habiter mieux, parce qu'il y a en fait environ 3,4 millions de ménages qui dépensent plus que 10% d'énergie, des charges en énergie. Et pour ce faire, en fait, ce programme prévoit d'accorder sur 7 ans 1,25 milliard d'euros pour rénover 135 000 logements. Et puis, je vous disais tout à l'heure que le diagnostic de performance énergétique aujourd'hui est utilisé par le gouvernement pour créer une valeur verte dans le cadre du marché immobilier. Donc, en effet, nous pouvons voir aujourd'hui affiché dans tous les annonces immobilières, à partir du 1er janvier 2011, en fait, la performance énergétique et les charges en énergie pour que les consommateurs puissent intégrer ça dans leurs préoccupations. Et en effet, en France, les inspections techniques vont aboutir aujourd'hui plus en plus à une nouvelle dimension. Ce serait énormément dans le cadre de constater et suivre les consommations d'énergie et de l'eau, parce qu'on s'est rendu compte que sur la performance du bâti, on a tous les textes et tous les outils qui nous permettent en fait d'arriver vers cette performance du bâti. Par ailleurs, ce qui est beaucoup plus difficile à changer, c'est le comportement des usagers et en fait le gisement en fait du gain énergétique va venir surtout sur ce travail-là qui permettra en fait à adapter le comportement des usagers aux performances qui sont attendues dans le cadre de l'usage de leurs bâtiments. Voilà, je vous remercie. Muchas gracias a Sveta Quiroga esta síntesis de la panoplia de inspecciones que existen en Francia. Realmente es un país en el que hay centenares de inspecciones. Yo creo que ha hecho un resumen, se ha dejado algunas para no complicarnos más, pero realmente el sistema francés es de una gran complejidad. Pasamos ya al siguiente ponente. En
Italia. Italia es un país en el que el modelo español prácticamente empezaron juntos y además juntos por un problema muy parecido, por accidentes. Entonces los modelos son muy similares, pero Giovanni Manieri Elia, que es arquitecto y es profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Roma, nos explicará cuáles han sido las vicisitudes y en qué punto se encuentran ahora, que yo diría que lamentablemente no es un punto óptimo, si bien han tenido una experiencia de unos años que ha permitido entender la utilidad y las posibilidades de la inspección técnica de edificios. Giovanni Manieri Elia nos hará la presentación en español, ha hecho el esfuerzo de intentar hacer la presentación en español, se lo agradecemos muchísimo. Adelante. Buenos días. Voy a hablar con usted de la introducción del fascículo de fabricado en Italia, de su aplicación y resultados obtenidos. El fascículo de fabricado consiste en una inspección efectuada en dos edificios con el almacenamiento de datos y documentos relativos a la seguridad del inmueble, con la finalidad de descubrir las eventuales problemáticas y proceder a las soluciones antes que se generen situaciones de grave peligro. La documentación es recogida y evaluada por un técnico que efectúa la investigación y supervisión. Una vez concluido el trabajo, el fascículo es entregado a los propietarios del inmueble y además a la administración comunal. La necesidad de un control general de las edificaciones en Roma fue evidenciada de manera práctica por el derrumbe ocurrido en Via di Vigna Jacopini en el 1998, cuando, en la madrugada del 6 de diciembre, un edificio entero se derrumbó repentinamente, causando la muerte de 27 personas. Fue evidente que no se podía continuar a considerar que la seguridad de un patrimonio arquitectónico de la importancia del patrimonio romano, conformado por el 70% de edificios de más de 50 años de construcción, pues a cargo en modo general y exclusivo a los propietarios, los cuales a menudo ignoran las más elementales nociones de seguridad de las estructuras y las instalaciones del inmueble. Estos han realizado durante los años muchas modificaciones a los edificios para adaptarlos a las diferentes exigencias que con las nuevas tecnologías surgen continuamente. En el caso particular del edificio derrumbado en el 1998, luego de una serie de investigaciones, se habría descubierto que algunos cambios realizados para ampliar el espacio destinado a algunas grandes máquinas de imprenta localizada en el sótano habrían afectado la estructura portante del edificio. Igualmente, algunos edificios de grandes dimensiones, aquí vemos un edificio de 10 pisos de estructura portante en mampostería, edificado en el 1938, han sido sujetos a modificaciones graduales en el tiempo, paralelamente a las necesidades de los diferentes habitantes. Quienes las han realizado en el último medio siglo han actuado con escaso conocimiento de las características estructurales de los muros históricos, en un contexto cultural dominado por las construcciones en cemento romano. De este modo, a menudo, en manera superficial, se han producido profundos vacíos excavados en los muros portantes para la realización de numerosas instalaciones internas. Se han demolido muchos muros secundarios considerados como simples tabiques
para ampliar el espacio, ignorando la función estructural del refuerzo transversal de aquellos. Han ensanchado puertas y ventanas, o si no, se han construido más pisos para incrementar el valor del inmueble. Muchos de esos cambios realizados, si son analizados por separado, podrían ser pertinentes y actuados en la estructura y adecuados a la estructura del edificio, pero si los tomamos en conjunto podrían alterar mucho el funcionamiento estructural por entero, con una importante reducción del margen de seguridad, sobre todo en los grandes edificios fraccionados en sus múltiples unidades habitativas. Cada propietario desconoce los cambios producidos por los vecinos y por este motivo resulta imposible evaluar una intervención en el real contexto estructural del edificio. La ocasión de un control contemporáneo y global del inmueble propuesto por el fascículo del fabricato permite un análisis antes imposible y casi nunca realizado en las modificaciones ordinarias. Por estas razones, en el 1999, la Municipalidad de Roma instituyó el fascículo del fabricato. Podemos decir que fue un instrumento innovador en aquellos años, destinado a realizar un control general de todas las edificaciones romanas, y además debía servir para efectuar un control en el tiempo, con la actualización obligatoria cada 10 años, o en caso de intervenciones importantes. La intención era que la experiencia romana se pudiese extender a todos los municipios italianos. Composición del fascículo. El fascículo del fabricato se elabora con la ayuda de un programa informático específico, diseñado para la recopilación de datos deslocados en diferentes capítulos. Cada sector está formado por cuadros, cuestionarios, dibujos, fotos o gráficos. Las partes por llenar son las siguientes: datos de identificación del inmueble, de la propiedad y del profesional encargado. Cuadro A, identificación del edificio, ubicación, datos cadastrales. Cuadro B, dibujos técnicos disponibles, planos, elevaciones y secciones de proyecto original y de levantamiento actualizado. Cuadro C, descripción de la expresión visual, observaciones efectuadas en el sitio. Cuadro D, instalaciones del edificio, descripción y estado de conservación. Cuadro E, lista de las intervenciones de seguridad más importantes, realizadas y por realizar. Cuadro F, informe de síntesis, evaluación final y propuestas de desarrollo. Más concretamente, el informe sintético trata en detalle de las operaciones de investigación efectuadas o por efectuar, noticias acerca del acceso a todas las partes del edificio, los documentos que faltan considerados necesarios, las principales deficiencias en la documentación, las principales deficiencias encontradas en la inspección visual, principales eventos del pasado, con referencias a los aspectos estáticos, necesidad del informático forestal, urgencia y plazos para las inspecciones adicionales y especializadas, sugerencias, consejos, disposiciones inmediatas, etc. La primera etapa del trabajo del técnico es la recolección de la documentación solicitada directamente a los propietarios o, en el caso no la tuviesen, se procede a buscarla en las oficinas de la municipalidad, con los gastos a cargo de los propietarios. Es de suma importancia descubrir los planos del proyecto original de construcción que, por lo general, se encuentran depositados en los archivos locales. De igual manera, es fundamental el conocimiento de la situación actual mediante un levantamiento actualizado. Luego de recoger plantas, alzados, secciones, informes del proyecto de origen, situaciones intermedias y los resultados del levantamiento actual, se puede deducir mediante la comparación de estos datos si las intervenciones realizadas en las estructuras
han determinado una reducción de la capacidad de carga y, por lo tanto, han generado un peligro potencial. Vemos aquí un proyecto de modificación de un edificio en 1877. Están marcadas con rojo las demoliciones y con amarillo las nuevas adiciones. Un documento de este tipo es esencial para focalizar la atención y las observaciones en el campo con la finalidad, por ejemplo, de verificar que no hayan grietas en las áreas de conexión entre las partes originales y añadidas, o, por el contrario, para explicar la presencia de grietas en algunos puntos. Como resultado de la comparación de los materiales, es posible antes de la inspección identificar problemas de cambios desde el punto de vista estructural, dirigiendo la atención y la observación en ciertas áreas durante la inspección in situ. Igualmente, las elevaciones originales deben ser comparadas con la situación actual para detectar eventuales cambios que pudieran afectar en algún modo la estabilidad. Es muy difícil que las ventanas en las fachadas de composición ordenada y irregular pueden ser alteradas. En realidad, es más frecuente que las modificaciones sean realizadas en el primer piso, donde generalmente las tiendas tratan de ensanchar las puertas y ventanas para crear escaparates más amplios. Estas intervenciones causan a menudo una significativa disminución de la capacidad portante de la pared de la fachada. No es de carácter obligatorio el levantamiento arquitectónico de la fachada para verificar la situación actual. Es suficiente un buen levantamiento fotográfico. La comparación de los planos del proyecto original y fotos históricas con la situación actual permiten de identificar nuevos pisos agregados y ampliaciones. En el caso que les estoy mostrando, el edificio que originalmente tenía 4 pisos, como se ve en la foto del 1938, ha sido ampliado con 2 pisos más, como pueden observar en la situación actual. En este caso, la comparación entre el alzado original del edificio del 1911 y la foto actual no muestra ninguna alteración importante. Otro documento fundamental, como ya he dicho, es el levantamiento de la situación actual, también solicitado por los propietarios, o en el caso no lo tuviesen, elaborado por el profesional encargado del fascículo, con los gastos a cargo del propietario. Es claro que el levantamiento actual es necesario solamente si se han producido, como suele suceder, cambios durante el tiempo. Normalmente la situación actual está registrada en los planos cadastrales. Se deben adjuntar al fascículo los planos cadastrales y debe ser comunicado a los propietarios cualquier incongruencia con la situación real. A veces los propietarios encargan al mismo técnico para la actualización del plano cadastral si es necesario. Las inspecciones deben efectuarse en todas las habitaciones de todo el edificio y se debe efectuar el control de las fachadas, de los techos y de los sótanos, buscando la presencia de lesiones en los muros, ya sean antiguas o recientes, buscando también informaciones de la existencia de lesiones escondidas bajo recientes rebotes, entrevistando a los propietarios, si es necesario, para comprender por último si se evidencian problemas estructurales significativos. Después de la completa observación de los problemas estructurales existentes, el profesional debe emitir una evaluación final, la cual podrá indicar la urgencia de una profundización del estudio de la estructura debido a peligros potenciales. En este caso, el propietario o el condominio encargará a un profesional para un control periódico e investigación y, si fuese necesario, para intervenir con la adecuada consolidación. En este caso, como se puede ver en esta imagen y en las anteriores, se ven grietas en las paredes y entre las aberturas situadas en el primer piso. Mediante el examen de los documentos históricos
de estos edificios, hemos comprendido que probablemente las grietas son causadas por deformaciones de la pared debido a la eliminación de dos paredes transversales. Esta operación fue realizada en el pasado para ampliar una tienda en el nivel de la calle. Obviamente las informaciones y las deducciones de este tipo deben ser cuidadosamente descritas en el informe junto al fascículo. Esto es un pilar en un sótano donde se evidencian lesiones verticales por aplastamiento. En estos casos, el profesional describe minuciosamente en el informe la situación y sugiere una investigación urgente sobre la situación estática del edificio. Las grietas son muy comunes en los edificios históricos. Como vemos, casi la mitad de los edificios de mampostería de Roma están lesionados. Estas deben ser evaluadas específicamente en los diferentes casos particulares, sin crear alarma innecesaria y procediendo con la denuncia solo en situaciones de peligro real. Se procede también con el control de la presencia de indicios de humedad causada por infiltración en los pisos superiores, bajo los techos, con lo cual se detecta la falta de impermeabilización en los pisos inferiores donde se puede detectar humedad capilar. El control debe extenderse a todos los pisos intermedios para identificar posibles fugas de agua en las tuberías o para localizar humedad causada por condensación, por problemas de aislamiento térmico de las paredes. En este caso había un problema de fuga de una tubería de agua. En cambio, en este caso había un problema de impermeabilización de la terraza en el techo. Aquí vemos problemas de humedad capilar en un garaje ubicado en un sótano debido a la eliminación inadecuada de las aguas pluviales de la plaza al frente del edificio. En esta casa había evidencia de humedad en el sótano. Algunos análisis comprobaron la presencia de agua en la cavidad perimetral que provenía de las tuberías para el drenaje de la lluvia y que estaban obstruidas y dañadas. También se debe verificar la presencia de árboles altos y una posible interferencia en los cimientos o en las instalaciones enterradas del inmueble. En caso de existencia de problemáticas de este tipo, es necesaria la participación de un perito agrónomo que, después de una inspección, debe elaborar un informe específico para evaluar la presencia de riesgos potenciales y las soluciones necesarias.